réalité de la Côte d'Ivoire. On dit généralement que les Ivoiriens n'ont pas la bosse des affaires, que les Ivoiriens ne sont pas entrepreneurs. Ils ne sont pas entrepreneurs, ils préfèrent les bureaux, mais vous avez montré que, oui, il y a des hommes d'affaires ivoiriens qui peuvent réussir. Vous êtes un de nos tycoons, et vous inspirez beaucoup de jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, et votre expérience mérite d'être partagée. Nous sommes honorés de vous avoir ici, et nous espérons, en tout cas j'espère, et je suis même sûr qu'au bout de cette heure et demie, qui peut aller jusqu'à 2 heures ou même 2 heures et demie, vous nous aurez fait partager votre expérience d'abord, mais surtout vos convictions à la Côte d'Ivoire qui veut émerger. Merci beaucoup d'avoir cette autre invitation. Je vais vous livrer à ces jeunes gens impatients. Bonjour à tout le monde. Comme on me l'a demandé, je vais vous présenter ceux qui m'ont accompagné. Il y a parmi eux des membres du conseil d'administration de la CGCI. Et puis, ce qu'on pourrait appeler les fonctionnaires de la CGCI, le directeur général et ses collaborateurs. Alors, comme membre du conseil d'administration, il y a Joseph, qui est le président actuel du MPME, le mouvement des petites et moyennes entreprises, donc, qui est donc membre de la CGCI. Monsieur Alain Kouadio, qui est aussi administrateur, ils sont tous administrateurs et président de la commission économique et financière de la CGCI. Maintenant, à partir de sa droite, c'est le directeur général de la CGCI, M. Lakoun Ouattara, M. Atta, Alakwame, pardon, Germain. J'ai tellement eu l'habitude d'appeler Germain que Alakwame, qui est lui aussi un directeur au niveau de la CGCI. Il s'occupe de tous les problèmes économiques. Ce sont eux qui préparent les dossiers pour les membres qui ne sont pas fonctionnaires de la CGCI, pour les membres du conseil d'administration et des commissions. Parce qu'à la CGCI, je vous dirai tout à l'heure comment nous sommes organisés. Derrière eux, il y a Karine Wassilou, qui est une économiste, qui prépare les dossiers économiques, financiers pour la commission économique de la CGCI. Et Madame Brigitte Kouakou, qui est responsable des relations publiques de la CGCI. À sa droite, Ndri, voilà, il est le responsable de la communication de la CGCI, c'est pour cela qu'il est là aussi. Et enfin, c'est son collaborateur. Ouais, ben, écoutez, quand j'ai pris la CGCI, il n'y avait que 3 ou 4 personnes. Il n'y avait que 3 ou 4 personnes. Aujourd'hui, ils sont une quarantaine. Donc, c'est presque une entreprise maintenant. Alors qu'en 2006, quand je reprenais les rênes de la CGCI, il y avait donc 3 ou 4 personnes. Et ceux-là n'étaient même pas là. Donc, parfois, je me perds dans les noms. Parce que je ne suis pas permanent. Les vrais permanents, ce sont ceux du directeur général et ses collaborateurs et les présidents des commissions qui travaillent là-bas. Nous, on est là pour insuffler les orientations. Alors, la CGCI, qu'est-ce que c'est? C'est, je dirais, une des organisations patronales, mais la plus importante, je dirais, presque la seule. Parce qu'elle regroupe en son sein toutes les organisations patronales de toutes les filières. La FINICI, dont vous avez entendu souvent parler, l'APB, les banques, les assureurs, les ASI, les exportateurs, les GPEX. Vous avez là-dedans les pétroliers, les GPP,
vous avez les bâtiments, il y a l'Union des grandes entreprises, l'UGC. Parfois on fait la confusion entre eux et nous. Nous, c'est la fêtière. Donc il y a 18 groupements et associations qui font partie de la CGCI. Elle représente en quelque sorte 90% du secteur moderne. À côté, il y a la FIPME qui a beaucoup de membres, mais qui ne pèse pas autant que la CGCI. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec la FIPME, la Fédération ivoirienne des PME. Et à côté de cela, nous avons à l'intérieur de notre organisation, bien sûr, la structure de gestion permanente, ce que j'appelle les fonctionnaires de la CGCI, le directeur général et ses collaborateurs. Mais la CGCI est structurée en commissions. Il y a une commission pour l'environnement, une commission économique et financière, et une commission sociale. Et il y a comme ça 5 ou 6 commissions qui embrassent tous les secteurs, toutes les activités qui intéressent les entreprises en Côte d'Ivoire. Nous sommes devenus l'interlocuteur, je vais privilégié, je ne dis pas unique, mais privilégié en tout cas. Et rien ne se fait aujourd'hui sur le plan de la réforme économique et de l'environnement des affaires sans la présence et la vie de la CGCI. Et je vais plus loin. La fiscalité ivoirienne, chaque année, avant que la loi sur l'annexe fiscale passe au Parlement, d'abord aille au gouvernement, nous discutons avec la Direction générale des impôts pour faire nos propositions d'amélioration. Bien sûr, toutes nos propositions ne sont pas prises, mais nous essayons chaque année d'améliorer l'environnement fiscal parce qu'elle fait partie de l'environnement des affaires. Voilà, rapidement, si vous avez des questions, je pourrais répondre, mais c'est l'essentiel. Et vous avez constaté l'année dernière que nous avons fait un forum économique, nous avons démarré avec ça. Le premier forum l'année dernière, qui a parlé comment on appelle ça, le financement innovant pour les entreprises, alternatifs aussi, par rapport au financement classique, pour montrer aux entreprises qu'il n'y a pas que les banques pour les financer, mais il y a d'autres créneaux de financement possibles. Tout cela participe au renouveau économique de la Côte d'Ivoire. Et cette année, nous avons décidé de promouvoir la culture entrepreneuriale des Ivoiriens. Vous savez que les Ivoiriens, comme beaucoup de gens dans la sous-région francophone, ne sont pas portés vers les affaires. Sauf ces dernières années où on trouve des Ivoiriens qui se lancent dans les affaires. Alors que dans les pays anglophones, c'est tout à fait le contraire. Nous préférons aller à la fonction publique, être employé dans l'entreprise, et voilà, on est content comme ça. Mais pour développer un pays, il faut des entrepreneurs. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que des gens, des étrangers qui vont venir faire notre économie. Et tout ça, c'est très important d'avoir ces genres de plateformes comme Le Monde le fait, comme d'autres, RTL le fait en France et en Europe. En tout cas, c'est très bien. Il faudrait qu'on améliore, et je crois qu'il faut que ça devienne vraiment sur le plan national, pas seulement sur le plan national, mais sur le plan de la sous-région, puisque la télévision ivoirienne est regardée dans la sous-région. Pour nous qui voyageons, nous savons
au Ghana, au Togo, au Mali, à Haute-Volta, au Burkina, au Bénin, les gens regardent la télévision ivoirienne. Et donc, si ces genres de plateformes sont mises en jeu, c'est là très important pour faire comprendre, pour montrer la Côte d'Ivoire émergente. Merci, Monsieur le Président. Je dirais que pour développer un pays, vraiment, il faut des nationaux qui entreprennent. Et dans la plupart, je ne dirais pas dans la plupart, dans les pays développés même, et même dans les pays en voie de développement émergents, les entrepreneurs nationaux sont protégés. Ils sont accompagnés. Parfois même, ils sont financés. Pour que, et je dirais, parfois ils ont dans les marchés publics par exemple, ils ont ce qu'on peut appeler des préférences. Les préférences, même dans les pays comme la France, il y a une marge de 10 à 20% quand ils concourent à des appels d'offres. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune préférence, malheureusement. Et il n'y a aucun accompagnement spécifique aux entreprises des Ivoiriens. Vous devez vous jeter à l'eau et essayer de vous débattre. Et je dirais même parfois, c'est malheureux de le dire, l'administration ivoirienne est la première à vous mettre les bâtons dans les roues. Mais ceci étant, il y a des entreprises qui ont quand même réussi à passer cette difficulté. Notre propos, c'est justement de dire au pouvoir public qu'il faut créer des conditions pour qu'il y ait des entrepreneurs ivoiriens, qu'il y ait des entreprises ivoiriennes capables de concurrencer les entreprises étrangères, je dirais, les multinationales. Parce que quand vous créez une affaire dans un secteur, quel que soit le secteur, cette entreprise est vulnérable par rapport aux concurrents étrangers qui ont déjà des passés, qui ont accumulé des richesses, qui peuvent se permettre parfois de dumper, de faire du dumping en quelque sorte, pour s'imposer sur un marché. C'est là que l'intervention des pouvoirs publics, de l'administration, est importante. Moi qui suis là devant vous, j'ai une entreprise qui est dans certains pays africains. Et je peux vous dire que face à des entreprises nationales de ces pays, on ne me fait pas de cadeau. Et parfois, on m'oblige à faire des choses qu'on n'oblige pas les autres à faire. Ça vous dit que c'est une manière détournée de protéger les entreprises nationales. Mais la protection des entreprises nationales ne doit pas être perpétuelle. Sinon, on crée des entreprises qui ne sont pas viables à long terme. Le monopole, les protections à long terme ne sont jamais de bonnes choses. Parce qu'une entreprise doit apprendre à se battre, à être compétitive, au moins à terme. Mais dans ces premiers jours, il faut qu'on trouve des mécanismes pour les aider. Je vais vous donner l'exemple de Mme Touré qui vient d'arriver. Une des entrepreneurs femmes en Côte d'Ivoire, dans l'Anacard, et qui a réussi à s'imposer sans protection. Donc c'est possible, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. C'est possible mais difficile. Difficile mais possible. La situation actuelle de l'environnement des affaires. La première question qui m'a été posée tout à l'heure.
L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire s'améliore. Elle s'améliore parce que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des responsables du gouvernement qui écoutent le secteur privé, la CGCI en particulier, et qui travaillent avec la CGCI à l'amélioration de cet environnement. Vous savez que nous sommes très mal classés au niveau de Doing Business. 178e sur 183. On pourrait dire on est dernier. Quand des pays comme l'île Maurice sont dans les 25 premiers, et nous sommes... Et même le Sénégal est bien loin devant nous. Nous avons réussi, je dirais, à nous faire entendre, et le gouvernement actuel, surtout le Premier ministre et le Président de la République, le Premier ministre, en ont fait leur cheval de bataille. De sorte qu'il y a une commission qui a été mise en place, dont nous faisons partie, pour faire les réformes nécessaires à l'amélioration de cet environnement, de sorte que dans les 2 ans qui viennent, nous puissions arriver au minimum à être parmi les 100 premiers. Vous voyez, 178, passer 100 premiers. Donc aujourd'hui, c'est une course, je dirais, c'est une marche forcée vers l'amélioration de l'environnement des affaires, ce que nous n'avons pas connu pendant longtemps, pendant les dernières décennies. Et aujourd'hui, vraiment, nous pouvons être fiers du fait que nous sommes écoutés et que des réformes sont en cours. Certaines ont été déjà faites, d'autres sont en cours. Certaines ont été faites comme le Code des investissements, qui a été réalisé avec notre concours. Et le guichet unique pour l'amélioration de la création d'entreprises a été fait avec nos avis. Monsieur le Président, le Fraternité Matin aussi a apporté son concours à l'amélioration de l'environnement des affaires en baissant le prix des annonces légales. C'est vrai? Mais oui, ça aussi, c'est très important. Je ne critique pas la télévision, mais j'ai eu à dire au DG de la télévision qu'il faut faire quelque chose dans ce sens, au moins pour les entreprises nationales, pour que les entreprises nationales puissent faire la promotion de leurs produits à la télévision. Aujourd'hui, les tarifs de la télévision dans la sous-région, c'est vraiment les plus élevés, et de loin, les plus élevés, pour nous qui travaillons dans plusieurs pays, plus élevés et de loin, parfois même par rapport aux canaux internationaux. Je le lui ai dit. Donc il y a quelque chose à faire dans ce domaine, si on veut promouvoir les entreprises. La deuxième question m'a été posée: quel est le profil du bon entrepreneur? Je crois qu'il n'y a pas de profil robot. Il n'y a pas de profil robot. Mais une chose est sûre, pour être un bon entrepreneur qui réussisse, parce qu'il ne s'agit pas d'être entrepreneur pour être entrepreneur et puis au bout de 2 ou 3 ans, mettre la clé sous le paillasson. Il faut oser d'abord entreprendre. Mais avant ça, il faut avoir un projet. Il faut avoir une vision. Toute entreprise, c'est le rêve, c'est le rêve de quelqu'un qui se concrétise dans une affaire. Il faut avoir donc une vision et un projet. Il faut être méthodique, donc avoir un business plan au départ et s'en tenir à ce business plan.
Il ne s'agit pas de faire un business plan pour avoir un financement et puis faire autre chose. Il faut être rigoureux. Il ne faut pas confondre bénéfice et chiffre d'affaires. Il faut savoir faire des sacrifices au départ. Il faut savoir faire des sacrifices au départ. Et si vous avez en plus de ça des objectifs clairs, déclinés en des plans d'action auxquels vous y tenez, je crois que vous pourrez devenir un très bon entrepreneur. On ne crée pas une entreprise et on navigue à vue. Ça, c'est la meilleure manière d'échouer. Voilà. C'est en 2 mots ce que je peux, moi, vous dire. En tout cas, c'est comme ça que moi je suis. Avant d'entreprendre, même pour le patronat, avant d'être président du patronat, j'avais une vision. Toute entreprise, il faut partir d'une vision. Et avec un business plan à réaliser. Voilà. Je ne vais pas m'étendre de plus. Et il n'est pas nécessaire de sortir d'une grande école pour être un bon entrepreneur. Il y a des gens qui sont de très grands techniciens, mais qui ne sont jamais entrepreneurs. Ils sont peut-être des fonctionnaires, de bons fonctionnaires, de bons techniciens, de bons exécutants ou même concepteurs, mais ils ne pourront jamais être un bon entrepreneur parce qu'ils ne sont pas capables de mettre en œuvre une vision. Voilà. Qu'est-ce que la fiscalité ivoirienne propose à l'émergence des entreprises ivoiriennes? Je vous disais en propos préliminaire que pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de mesures fiscales spéciales pour les entreprises ivoiriennes. Il n'y en a pas. Il y a des mesures pour les PME, il y a des mesures pour les entreprises qui sont prises, mais d'une manière générale, la Côte d'Ivoire n'a pas choisi cette voie. Que je dis, on devrait arriver à réfléchir sur cette option. Parce que, je disais tout à l'heure, si vous créez une entreprise aujourd'hui, vous n'êtes pas au même niveau que une entreprise qui existe depuis 10 ou 15 ans, ou parfois même 100 ans, qui a accumulé assez de richesses pour faire certaines choses que vous ne pourrez pas faire, qui a déjà des compétences en interne, qui lui permet d'aller beaucoup plus vite que vous. Donc, si on veut avoir des entreprises, et de grandes entreprises, je dirais même des champions nationaux, capables d'être dans la sous-région, d'être sur le plan national rivalisés avec les entreprises extérieures, il va falloir réfléchir à comment les accompagner. Je ne dis pas plus, je n'ai pas de mesures express, mais on pourrait s'asseoir avec le gouvernement pour y réfléchir. Si c'est ce qu'ils veulent. On dit que les banques ne prêtent pas assez aux entreprises. Et on me demande quelles sont des solutions, s'il y a des solutions alternatives. L'année dernière, on en a parlé en long et en large pendant 2 jours. Mais d'abord, prenons les banques d'abord. Pourquoi elles ne prêtent pas? Les banques prêtent à ceux qui sont capables de leur rembourser. Parce que ce n'est pas leur argent. C'est l'argent du public. L'argent déposé par vous, par moi, par monsieur le DG, et ainsi de suite. Donc ils n'ont pas le droit de les dilapider. Et il y a des règles. La Banque centrale a mis en place des règles. Si la banque ne respecte pas ces règles, la Banque centrale vous oblige, la commission bancaire vous oblige à provisionner.
Donc, les banques sont obligées de respecter des règles pour faire des crédits. Et une des règles les plus importantes, c'est d'avoir des garanties de remboursement. Et souvent, nos PME surtout, n'ont aucune garantie de remboursement. En plus, ils n'ont même pas de comptabilité fiable. Ils n'ont pas de commissaire aux comptes pour vérifier leurs comptes. Et on voit parfois qu'ils confondent le chiffre d'affaires et bénéfices. Alors, pour que on puisse avoir accès au financement, il faut mettre en place des mesures d'accompagnement. C'est pourquoi la CGCI que nous sommes, qui est composée de grandes entreprises, mais aussi des PME, a réfléchi à la mise en place d'un fonds de garantie pour les PME. Même, je voudrais dire quand même que ce fonds de garantie lui-même ne pourra accompagner les PME dans les crédits qu'ils veulent faire aux banques, que si la PME est sérieuse, a une comptabilité fiable, et que la personne que nous avons, l'entrepreneur que nous avons en face de nous, inspire confiance. C'est important. Donc, ce n'est pas que les banques ne veulent pas prêter, mais c'est leur métier. C'est leur métier. Elles se battent entre elles pour prêter. Mais elles ne peuvent prêter qu'à ceux à qui on peut prêter. Voilà, c'est pour ça qu'elles se limitent parfois à certaines grandes entreprises et à certaines PME qui ont des garanties de remboursement, comme celles qui travaillent en sous-traitance avec des grandes entreprises et autres. Donc cela est très important. Mais il y a aussi des financements alternatifs. Il y a des fonds d'investissement qui prennent des risques sur des start-up, qui peuvent accompagner, mais en apportant derrière cela des structures de gestion pour accompagner. Et l'année dernière, on en a parlé. Il y a aujourd'hui, dans la sous-région, contrairement à ce qu'il y a quelques années, de différents fonds d'investissement qui sont prêts à financer. Et là aussi, comme je vous ai dit, comme elle, il faut avoir en face des entrepreneurs qui inspirent confiance. Parce qu'ils ne vont pas non plus mettre leur argent pour des gens qui risquent de prendre ça pour aller acheter une Mercedes au lieu de faire l'activité pour laquelle on leur prête l'argent. Il y a des poches Cayenne. Et même des poches Cayenne. Oui, c'est très... Mercedes est démodé. Elle est démodée maintenant. Je connais un pays d'Amérique centrale, une île, où c'est la mode d'avoir de grosses voitures. Et vous voyez des bicoques dans lesquelles ils dorment, et avec de grosses voitures, de grosses Mercedes, des Cayenne devant ces voitures, devant ces maisons-là. Et j'ai trouvé que c'était pitoyable. Et surtout que c'était un pays de noirs, malheureusement. Malheureusement. Mais vous savez, chez les Asiatiques, c'est tout à fait différent. L'Asiatique n'achètera de grosses voitures que le jour où il aura réussi. Mais au départ, vous le verrez dans une pick-up, dans quelque chose d'utile. Et vous voyez, il va travailler 18 heures par jour. Alors que chez nous, parfois, au bout de 6 heures, de 7 heures, on est fatigué. On est fatigué. Il fait trop chaud. L'entrepreneur, j'ai oublié d'ajouter, il doit travailler dur. Il doit se sacrifier et parfois travailler 18 heures par jour pour réussir.
C'est très important. En tout cas, c'est ce que nous avons fait. Les taux d'intérêt. Qu'est-ce que nous avons fait pour que les taux d'intérêt puissent baisser, les taux directeurs de la Banque centrale puissent baisser? Bon, il faut savoir que le taux directeur est un taux indicateur pour les banques, mais les banques ne sont pas tenues de respecter ce taux directeur. Mais quand il baisse, ça prouve pour la Banque centrale qu'il faut donner une bouffée d'oxygène, parce que les banques aussi peuvent se refinancer auprès de la Banque centrale. Dernièrement, il y a eu une petite baisse de taux directeur, mais c'est encore un peu élevé. La Banque centrale de l'Afrique centrale est plus bas. Le taux directeur de la Banque centrale en Afrique centrale, c'est 4,5, alors que c'est 6,5 en Afrique de l'Ouest, la BCAO. Donc il y a encore des marges. En Europe, c'est même presque 1% ou 0,75%. Bon, ça dépend de l'activité économique. Ça dépend de l'activité économique. Et puis de la richesse nationale. Ce que nous avons interpellé les banques, mais c'est aussi leur business, hein. Donc nous n'avons pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Mais il y a des entreprises qui arrivent à avoir des taux d'intérêt de 6-7% de financement. 7-8% de financement. Quand d'autres ont du 14, du 16%. C'est aussi la confiance dans l'entreprise, la capacité de remboursement de l'entreprise qui fait la différence de taux. Je ne vais pas financer quelqu'un qui n'a pas une comptabilité tout à fait fiable et qui n'a pas montré sa capacité de remboursement antérieurement à une entreprise qui a une garantie béton derrière et qui fait des bénéfices et qui est capable de rembourser facilement. Donc ce ne sont pas les mêmes choses, mais il y a des choses à faire de ce côté-là. C'est tout ce que moi je peux dire là-dessus. Alors l'impact de la crise sur le secteur privé ivoirien, sur les entreprises. Vous savez tous qu'on a traversé une douzaine d'années, en tout cas au moins une dizaine d'années très difficiles. Depuis, ce n'est pas seulement la crise post-électorale, hein, c'est depuis 1999, à partir du coup d'État, que les investisseurs ont pratiquement abandonné la Côte d'Ivoire. Il a fallu pour les entreprises ivoiriennes se restructurer, essayer de survivre. Mais en 2004, il y a eu encore un autre coup de massue. Après 2002, il y a eu 2004 qui n'a pas vraiment arrangé les choses. Et depuis 2004, les entreprises ont essayé de survivre. Malgré cela, ces mêmes entreprises ont accompagné l'État. Ont accompagné l'État dans la mise en œuvre du PPTE, en prenant des obligations d'État pour donner les moyens à l'État de fonctionner, en payant, en tout cas les entreprises qui composent la CECI, en payant leurs impôts. C'est très important dans un pays qui était en crise. Bien sûr, la crise post-électorale avec la guerre qui en a découlé a été vraiment le coup de massue qu'on n'avait pas souhaité. Et vous vous rappelez que juste après les proclamations des résultats, le patronat
a fait connaître son opinion en interpellant les hommes politiques, en leur disant que nous avons passé 10 ans à attendre ce moment où on peut maintenant peut-être penser et respirer. Avoir une élection, en tout cas des résultats apaisés, et pouvoir aller vers le PPTE plus rapidement et faire venir des investisseurs extérieurs. Et qu'on ne peut pas, en tout état de cause, vivre en vase clos. On ne peut pas vivre en vase clos parce que dans le monde moderne, même la grande Chine, pour se développer, a été obligée de s'ouvrir. Et c'est parce que la Chine s'est ouverte qu'elle a commencé son boom économique. Donc, nous avons interpellé les hommes politiques. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Il y a eu cette crise terrible. Beaucoup d'entreprises ont perdu beaucoup de biens, même les outils de travail des PME ont complètement disparu. Certaines mesures fiscales ont été prises pour accompagner le secteur privé, mais c'est insuffisant évidemment. Mais les entreprises, d'une manière générale, en tout cas le secteur privé ivoirien, a décidé de se prendre en charge. De se prendre en charge, de remettre de l'ordre. Certaines ont réussi à sortir, je dirais, pratiquement, de retrouver leur niveau d'avant la crise. D'autres peinent à le faire, et surtout les PME qui ont beaucoup de difficultés. Donc, je vous dis que la crise post-électorale a été vraiment très difficile, mais nous sommes en train de sortir des effets de cette crise. Et aujourd'hui, on peut avoir, je dirais, on peut voir l'horizon avec un peu plus de sérénité qu'il y a quelques années. Surtout que nous avons en face un gouvernement qui nous écoute pour faire des réformes, pour accompagner pour les entreprises. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Pour avoir une visibilité dans nos affaires, nous avons entrepris, le secteur privé a entrepris de réaliser Côte d'Ivoire 2040. Vous savez, le contexte dans lequel ce plan a été réalisé, ce plan ambitieux a été réalisé. Je fais un retour en arrière pour dire, dès que j'ai pris les rênes de la CGCI, dans la plupart de mes interviews, j'ai décrié le manque de visibilité pour les entreprises. Je vous ai dit tout à l'heure que pour entreprendre, souvent, il faut avoir une vision. Mais cette vision-là, vous ne pouvez la concrétiser que si vous avez une visibilité sur l'avenir, au moins économique, sinon au moins social, et l'avenir même du pays. Si vous savez vers où va le pays, quels sont les secteurs porteurs du pays. Et en tout cas, si en réalisant votre rêve, vous pouvez réussir. Parce qu'il peut y avoir des rêves qui ne sont pas concrétisables. Alors, nous avons décrié cela pendant plusieurs années. Et en 2009, nous avons décidé, puisqu'il n'y avait pas de retour positif du gouvernement d'alors, le secteur privé s'est réuni et a dit, nous n'allons pas attendre indéfiniment cela, s'il va de la vie de nos entreprises, nous avons besoin de nous, pour que nos entreprises fonctionnent correctement, d'avoir une visibilité. Nous avons décidé de faire ce plan.
de nous substituer en quelque sorte à l'époque au pouvoir public. Et en se disant, en le faisant, nous allons les réveiller pour qu'eux-mêmes ils le fassent. Bon, ça n'a pas été le cas, nous sommes allés jusqu'au bout. Et cela, on l'a fait pendant 3 ans, 3 bonnes années, et ce plan nous a coûté environ 1 milliard de francs CFA. Donc, il faut dire que les entreprises ont cru vraiment à ce plan pour mettre 1 milliard en jeu pour réaliser ce plan. Il faut vraiment que la visibilité soit importante pour ces entreprises pour mettre tant d'argent dans ce plan. Nous avons fait intervenir des consultants internationaux de pays qui ont réussi, de l'île Maurice, du Maroc, de la Tunisie, de la Corée du Sud, de la Malaisie, de Singapour, enfin, différents exemples de réussite pour voir si on peut s'en inspirer. Et ensuite, nous avons réuni des prospectivistes ivoiriens. Il y en a de très bons qui ont travaillé dans tous les secteurs, l'éducation, la formation, la population. Où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous allons devenir, combien nous allons être, quelle sera la structure de la population dans 30 ans, et tout ça. Nous avons travaillé et tout cela. Est-ce qu'il y a adéquation, formation, emploi, la question que quelqu'un posait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir justement cette adéquation, pour que les jeunes ne sortent pas de l'école et puis n'aient rien à faire, parce que ça, c'est une bombe beaucoup plus importante même que la bombe électorale. Donc nous avons travaillé sur un diagnostic de la Côte d'Ivoire depuis 1960 à 2011-2012. Parce que nous avons dû l'actualiser. Nous avons presque fini en 2010. Et puis avec la crise post-électorale, il y a eu donc des destructions de beaucoup de choses. Nous avons dû reprendre nos travaux pour voir. Nous avons réuni, donc en dehors de ces professeurs d'université, des chercheurs et autres, nous avons réuni tous les entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Pas seulement de la CGCI, la FIPME a participé, il y a même le ministère du Plan, des prospectivistes du ministère du Plan, des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, du ministère du Tourisme, du ministère de l'Économie et des Finances, enfin, tous ceux que ce plan pouvait intéresser. Et nous avons sorti donc ce plan. Et que nous avons baptisé sous le vocable Côte d'Ivoire 2040, le défi du meilleur. Nous avons rêvé pour la Côte d'Ivoire. La deuxième personne dit la culture entrepreneuriale. Qu'est-ce que nous faisons pour l'inculquer aux jeunes? Je vous ai expliqué tout à l'heure que ce n'est pas une culture innée, en quelque sorte, chez l'Ivoirien. Aujourd'hui, déjà, il y a eu un effort qui a été fait par les Ivoiriens de travailler dans le privé. Quand nous, on était à l'école, dans le privé, il n'y avait que des Béninois, des Togolais qui étaient dans le privé, ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens avaient peur d'aller dans le privé. On allait tous dans la fonction publique. Aujourd'hui, il y a les Ivoiriens, maintenant, toutes les entreprises, c'est les Ivoiriens. Et il y a même des chefs, des directeurs généraux ivoiriens qui sont tout à fait performants, et pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région. Aujourd'hui, nous avons vraiment des cadres compétents dans tous les domaines. Mais il faut aller maintenant plus loin. Que certains de ces cadres, que des jeunes puissent se lancer dans la création d'entreprises. C'est ce que nous voulons faire avec
ce forum économique appelé CGCI Academy, parce que nous voulons que la CGCI devienne une espèce d'école d'exemple d'entreprise, hein, qui donne envie aux jeunes Ivoiriens, aux femmes ivoiriennes, aux jeunes, aux cadres ivoiriens de se lancer dans l'entreprise et de se dire que ce n'est pas sorcier, il ne faut pas sortir de la cuisse de Jupiter, il ne faut pas être un génie pour se lancer dans une entreprise et le réussir. En tout cas, moi, je ne suis pas un génie. Donc, si moi j'ai réussi, il y a beaucoup qui peuvent réussir. À mon avis, il y a beaucoup plus, mais encore qui peuvent mieux faire et réussir que moi. Donc, nous voulons leur montrer comment réussir à la création d'entreprises. Donc, des gens vont venir donner leur exemple. Et de grands entrepreneurs vont venir parler, de jeunes entrepreneurs vont venir parler. Et même à la fin, nous avons réussi à convaincre un entrepreneur de notre sous-région que tout le monde admire, M. Djondo, hein, qui a créé EcoBank et qui aujourd'hui a créé Askai, hein, alors qu'il était fonctionnaire. Et il n'était même pas appelé à devenir entrepreneur. C'était l'ancien directeur de la caisse de compensation, la caisse de sécurité sociale du Togo. Et il est devenu un très grand entrepreneur. Il viendra faire la conférence de clôture et où il nous dira ce qu'il faut faire pour être un entrepreneur, pour réussir. Donc, nous avons donc des gens qui vont venir parler, donner leur exemple et donner un peu quelques astuces pour dire aux Ivoiriens qu'il est possible. On ne pourra pas résorber le chômage en Côte d'Ivoire sans passer par là. Les Chinois aujourd'hui n'ont pas peur de créer des entreprises. C'est ce que nous voulons faire. Nous pensons que même avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, nous devons pouvoir avoir des relations, des partenariats qui puissent indiquer à ces ministères ce que les entreprises attendent comme produit. Alors, comment encadrer les jeunes entrepreneurs? Bon, il faut dire que nous sommes un patronat, nous sommes un syndicat. Quand même, d'abord, nous ne sommes pas une structure d'encadrement. Ça aussi, il faut le savoir. Nous essayons de faire certaines choses qui sont presque à la limite de ce que nous devions faire. Le plan de développement, nous avons des activités de formation, même entrepreneurial pour nos entrepreneurs. Nous avons lié des liens avec HEC pour faire des formations, pour rendre nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise performants parce que la compétition est rude, hein, dans la sous-région et même dans le monde. Donc il faut avoir des chefs d'entreprise performants. Donc, sur le plan managérial, nous sommes une école, nous avons lié des liens et nous sommes en train de réfléchir même au niveau de la FOPAO, donc de la sous-région, à faire la même chose. Mais ce n'est pas notre activité première. Ce n'est pas notre activité. Nous sommes un syndicat pour défendre les intérêts d'abord des entreprises. Donc nous essayons de le faire. Nous n'avons pas de structure d'encadrement en tant que telle. Nous essayons avec nos idées de suggérer les structures étatiques qui sont faites pour ça, ce qu'il faut faire pour encadrer, pour accompagner les entreprises locales. Voilà ce que je peux répondre là-dessus. Nous avons été en Asie, à Dubaï et puis Bahreïn, où nous avons vu le centre de facilitation de création d'entreprises et que nous avons demandé à l'État. Aujourd'hui, le guichet unique, c'est un peu la copie de ce que nous avons vu à Bahreïn surtout.
À Bahreïn aussi, il y a un centre incubateur d'entreprise où on prend des jeunes qui veulent réaliser telle ou telle chose et on les accompagne. Et ça, c'est vraiment l'État qui met ces structures. Nous en avons donc aussi parlé. Mais on verra dans les années à venir accompagner l'État pour mettre en place ces genres de structures. Voilà ce que je peux répondre. Mais ce n'est pas la vocation de la CJCI d'être en tant que tel un centre d'encadrement. Bon, le secteur informel est-il pris en compte dans le fonds de garantie que nous voulons mettre en place? Donc, il faut savoir que le fonds de garantie, c'est pour les PME, PMI. Qui dit PME, PMI, il faut être formel. Il faut avoir été créé, avoir, je vous ai dit tout à l'heure, une comptabilité qui tienne la route, une comptabilité qui est certifiée par un des commissaires aux comptes. Donc, c'est aussi une structure qui peut aspirer des jeunes entrepreneurs qui sont encore dans l'informel pour se formaliser, de sorte qu'ils puissent avoir accès à des crédits. Mais s'ils restent dans l'informel, c'est en tout cas très difficile pour eux d'avoir accès à des crédits des banques. Alors donc, ce secteur informel n'est pas pris en compte en tant que tel, mais si vous voulez, à terme, c'est pris en compte en ce sens que c'est fait pour que les informels se formalisent. Ça aussi c'est très important parce que dans un pays, il faut savoir payer aussi ses impôts. Il faut que les employés soient déclarés, donc soient protégés. C'est très important. Pour nous, c'est notre cheval de bataille aussi. Voilà donc ce que je peux répondre sur le fonds de garantie. C'est pour les PME, PMI qui sont dans le secteur formel. Nous sommes une structure, un organisme citoyen et nous ne pouvons pas cautionner le fait que des gens ne respectent pas les règles modernes de gestion. Enfin, le dernier, c'est le recours au marché financier pour le développement des entreprises. Oui, c'est vrai, les entreprises ivoiriennes aujourd'hui n'ont pas un vrai recours au marché financier. Vous voyez la BRVM qui n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Alors que vous voyez un pays comme le Ghana, la bourse est vivante, on achète, on vend, on achète, on vend. Et aujourd'hui, la BRVM est un peu léthargique parce que ceux qui achètent les titres, quand ces titres sont intéressants, ne veulent plus les vendre. Voilà. Donc, ce marché n'est pas liquide. Pour que les entreprises y aillent, il faut que ce marché soit liquide et qu'ils puissent trouver des financements par là. Les autres financements, je vous ai parlé de fonds d'investissement qui aujourd'hui pullulent dans notre sous-région, qui sont prêts à financer des entreprises, mais il faut que ces entreprises-là respectent un certain nombre de règles. Quand il y a un conflit de travail à CGCI et que nous sommes appelés, nous avons une structure, la CGCI, la commission sociale, qui intervient pour aider l'entreprise et les salariés à se mettre d'accord. Donc, en quelque sorte, nous avons une structure de dialogue social avec les syndicats qui est pratiquement permanente et qui peut aussi se saisir des conflits dans les entreprises pour essayer d'accompagner les parties à s'entendre. Et dans ce cadre-là, souvent, nous avons réussi à éteindre beaucoup de feux.
c'est cette structure qui a fait que la Côte d'Ivoire a traversé la crise sans trop de remous. Ce qui aurait pu être le cas. Et même, on peut dire aussi, au sortir de la crise, les attentes étaient tellement fortes, sont tellement fortes, parce que pendant 10 ans, 12 ans, les gens ont fait des sacrifices. Et je dirais, ils auraient été en droit d'attendre meilleure fortune au sortir de la crise, surtout que le gouvernement, comme disent-ils, avait annoncé que tout allait aller bien. Mais il fallait aussi, nous, patronat, arriver à expliquer aux syndicats qu'il faut parfois savoir attendre. Il faut savoir parfois attendre parce qu'il est facile et rapide de détruire, mais il est très long et très difficile de reconstruire. Donc les entreprises, comme les salariés, ont eu beaucoup de sacrifices à faire pour la traversée de la crise. Aujourd'hui, l'horizon est plus dégagé. Il faut savoir accompagner l'entreprise de telle sorte qu'elle sorte de la zone rouge et ainsi pouvoir partager les fruits avec tout le monde. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Le plus bel homme aussi d'ailleurs. Donc, voyez-vous, l'impatience a fait parfois que des entreprises ont été obligées de licencier. Et je me rappelle encore, nous rappelons tous la liquidation de Air Afrique, qui a été une catastrophe pour notre sous-région. Il aurait fallu tout simplement que les employés acceptent un certain nombre de sacrifices. Aujourd'hui, on aurait encore notre Air Afrique, peut-être beaucoup plus performante que dans le passé. Mais les syndicats ont refusé. Ils voulaient quelque chose et tout de suite. Je me rappelle avoir discuté, moi, je n'étais pas président de patronat, avec certains syndicats, en leur disant, mes amis, il faut savoir faire des sacrifices pour rebondir plus demain avec les fruits de votre sacrifice. Ils ont dit, il n'est pas question. Et ils veulent ça et puis c'est tout. Voilà. On a eu des milliers d'emplois détruits, des gens qui étaient des pilotes performants aujourd'hui, qui sont devenus des locs, il y en a qui sont morts, malheureusement. C'est ça. Donc, nous avons mis en place une structure qui accompagne, pour essayer d'accompagner et faire respecter le code du travail par toutes nos entreprises. En tout cas, les entreprises membres de la CGCI sont appelées à respecter le code du travail. Nous sommes des entreprises citoyennes. Bon, maintenant, il y a des entreprises qui ne sont pas membres de la CGCI. Et là, nous ne pourrons pas du tout intervenir, puisque nous ne sommes pas, ils ne sont pas membres. Alors, le texte de l'OADA, demandez si ça nous donne satisfaction. Bon, disons que dans l'ensemble, oui. On peut répondre oui. Les textes de l'OADA ont eu le mérite d'uniformiser la législation des entreprises dans notre sous-région. De sorte qu'une entreprise ivoirienne peut aller s'installer dans un autre, sachant, ayant déjà la législation. C'est comme la CIMA pour les assureurs. Quand je vais m'installer dans un pays comme le Ghana ou le Nigeria, je suis obligé de reprendre leur législation et de comprendre les spécificités pour m'installer. Et cela est très très difficile. Alors que dans les pays où nous avons tous la même législation, OADA et CIMA par exemple, ou même pour les banquiers, c'est facile de faire un business plan. Voilà, c'est une avancée énorme que
la région a fait de... Mais il y a encore des perfections, des choses à améliorer. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des réflexions en cours pour améliorer certains aspects. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est un code moderne, assez moderne, et qui peut nous permettre de nous développer. Donc, dans l'ensemble, ça nous donne satisfaction. Les entreprises ivoiriennes sont fréquentables. On peut acheter aux entreprises ivoiriennes. Mais les entreprises ivoiriennes ne sont pas vraiment très tournées vers l'Amérique. Quelle est la représentativité de la CJCI au plan national? Je vous ai dit tout à l'heure, la CJCI, c'est 90% du secteur moderne. Nous avons des représentants dans tous les comités, toutes les structures de réforme de l'État, même de l'État, de réforme sur le plan économique, de réforme sur le plan social, hein, sur le code du travail, sur les filières économiques. Nous sommes même débordés. Nous sommes débordés. Les 30 et quelques 40 personnes qui sont au patronat sont débordées. Il y en a qui sont membres de près de 10 structures et qui n'arrivent pas à suivre. Parce que nous sommes sollicités de partout. Même les bailleurs internationaux, ils veulent avoir notre avis sur tout. Je suis parfois obligé de les fuir. Ben oui, parce que je ne pourrais plus travailler pour la NCA. Donc, si on ne consulte pas ceux qui sont dans les secteurs, ceux qui sont les bénéficiaires, soi-disant, des textes qui sont pris, on peut se tromper. En écoutant une ou deux personnes, hein, il faut tenir compte de l'intérêt général d'abord, et non l'intérêt particulier de une ou deux personnes. Voilà. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagnerait dans son ensemble en faisant ceci ou en faisant cela? C'est ça le plus important. Voilà. Qu'est-ce que l'économie ivoirienne, que l'État ivoirien gagnerait en prenant telle ou telle mesure? C'est ça le plus important. C'est pour cela que l'avis du patronat est important. Des entreprises, c'est très important. Voilà. C'est tout ce que moi je peux dire. Dans notre plan de développement 2040, l'émergence en tant que telle, l'émergence c'est à tout instant. Hein, c'est à tout instant. Mais l'émergence, comme on entend aujourd'hui, c'était prévu, nous, entre 2025 et 2030. Hein. Mais on peut l'accélérer. On peut l'accélérer en prenant des mesures idoines pour accélérer le développement. Nous avons prévu un développement avec un taux de 6-7% par an, autour de 7% par an pendant ces années-là. Vous voyez que déjà, nous sommes partis avec des taux de 9%, peut-être demain de 10%. Donc on peut accélérer. Mais il faudrait aussi que cette accélération profite à la population d'une manière générale, par la création d'emplois, par des mesures de retombées sur le panier de la ménagère et autres. C'est tout cela qu'il faut mettre en adéquation pour qu'il y ait une vraie émergence. Moi, je dis que je pense qu'on peut être émergent en 2020, mais il faut faire ce qu'il faut pour ça. Et le gouvernement a le mérite aujourd'hui d'avoir fixé des objectifs. J'ai toujours dit dans un passé récent, avant que nous fassions notre plan de développement, que quand vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas où vous allez et vous ne savez pas comment y aller. Une fois que vous avez fixé des objectifs, alors là, vous prenez les moyens d'y arriver. Et aujourd'hui, s'il y a des accélérations de réformes et que le Premier ministre en personne conduit,
pour sortir à un rang honorable dans le doing business, qui fait partie des éléments d'attraction des financements étrangers et même nationaux. Et si on réussit à mettre toutes ces réformes-là en jeu, je pense qu'il y aura une accélération du développement. La dernière question, c'est sur le forum, la CGCI Académie 2013. Je vous ai dit que nous avons des objectifs, et un des objectifs, c'est la résorption du chômage. Parce qu'il est important pour les entreprises d'avoir un climat social apaisé. Et pour avoir un climat social apaisé, il faut que les chômeurs jeunes puissent trouver des emplois. Alors, hier, l'année dernière, nous avons indiqué aux entreprises comment se financer pour sortir de la crise et puis avoir des entreprises performantes. Aujourd'hui, nous disons que pour résorber le chômage, il n'y a pas que la fonction publique, il n'y a pas que les salariats dans les entreprises privées, il y a aussi, et peut-être plus encore, la création d'entreprises par des jeunes, par des femmes, par des cadres, qui eux-mêmes vont s'employer, mais aussi vont employer d'autres personnes. Ce qui peut permettre donc d'accélérer la résorption du chômage. C'est pourquoi le CGCI Académie de 2040 s'appesantit 2013, pardon. J'ai tellement parlé de 2040 que c'est devenu... Alors, CGCI Académie 2013 a pris comme thème « Entreprendre en affaires ». C'est pour comment dirais-je, promouvoir la culture entrepreneuriale des jeunes, des femmes, des étudiants, que quand on va à l'université, quand on va dans les grandes écoles, on n'est plus seulement le souci de comment je vais faire pour entrer dans une entreprise qui existe déjà, mais qui nous aussi, comme en Amérique, on se prépare à créer sa propre entreprise. On cherche les outils de création d'entreprise. C'est tout ça on veut démystifier la création d'entreprise. Démystifier et enlever les craintes qui entourent la création d'entreprise. C'est pour ça que nous avons donné des exemples, des exemples vivants, des gens qui sont jetés à l'eau, qui ont osé entreprendre. Et nous pensons que beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, beaucoup de cadres peuvent oser eux aussi et peuvent réussir, comme ceux qui ont osé et qui ont réussi. Je vous ai dit, il ne faut pas être un génie, il faut créer une entreprise et réussir. Il ne faut pas être un génie. Il y a quelques petits outils à avoir, à être sérieux, à être rigoureux, avoir une vision, et on peut réussir dans la création d'entreprises. Et voilà ce que je peux dire. Et je souhaite que la création d'entreprises devienne maintenant l'objectif de la plupart des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens surtout. Et que de plus en plus, on ait des entrepreneurs ivoiriens et que de plus en plus, nous ayons des entreprises championnes de la sous-région, des champions nationaux, des champions de la sous-région, et même, pourquoi pas, demain, des champions mondiaux, comme les Asiatiques. Quand ils ont commencé, personne ne croyait. Aujourd'hui, c'est la Chine qui fait la loi dans le monde. C'est les gens de Singapour Singapour, c'est quoi? C'est une petite
quelques kilomètres carrés. Ça vaut Abidjan. Exactement. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont partout. Donc, ce n'est pas la taille du pays qui fait. C'est les conditions qu'on a mises en place pour qu'il y ait une émergence d'entrepreneurs, une émergence d'entreprises nationales et qui deviennent des champions dans le monde. C'est ça. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que la CGCI souhaite pour la Côte d'Ivoire et c'est que moi, personnellement, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'autres groupes ivoiriens qui performent dans la sous-région et dans le monde. Voilà. Excusez-moi, quand se tiendra ce forum, s'il vous plaît? Alors, ce forum se tient le 16 et le 17 mai. Et nous espérons que le président de la République trouvera un temps, nous l'avons invité, qui trouvera un temps pour venir, le Premier ministre et les autres ministres trouveront un temps pour montrer que l'emploi et l'entreprise ivoirienne sont des soucis de leur gestion. Et je vous invite donc à... Nous serons là. Bien. Je crois que pendant 2 heures, nous avons fait un peu le tour des différentes questions de l'utilité de la CGCI, de la présence de la CGCI dans l'organisation économique de la Côte d'Ivoire. Et je peux dire que la CGCI est devenue un peu aujourd'hui dans la sous-région un symbole pour les organismes patronaux de la sous-région qui cherchent tous à copier ce que nous faisons maintenant. Nous avons encore du chemin à faire, mais nous allons aller de l'avant. Je peux déjà annoncer que, en tout cas, dans les 3 ou 4 mois à venir, la CGCI va avoir son siège que nous allons certainement inaugurer avec votre présence pour montrer que la CGCI croit au dynamisme du secteur privé ivoirien. La CGCI a été l'organisation qui a réussi à fédérer tous les secteurs d'activité du secteur privé ivoirien, ce qui nous a permis cette solidarité qui nous a permis de traverser la crise que nous avons pu traverser, de sortir et de voir des entreprises ivoiriennes qui deviennent de plus en plus performantes. La CGCI souhaite que les entreprises ivoiriennes soient de plus en plus nombreuses, des entreprises à capitaux ivoiriens soient de plus en plus nombreuses et que tous les secteurs d'activité économique de la Côte d'Ivoire soient inondés d'entreprises ivoiriennes performantes qui puissent aussi s'exporter dans la sous-région, s'exporter dans le monde entier pour que nous ayons une économie très dynamique, performante et qu'on puisse arriver demain à 2040, qui est notre objectif pour l'instant. Demain, on ira plus loin, qu'on puisse arriver au défi du meilleur, que la Côte d'Ivoire soit une entreprise, je dirais, un pays en perpétuel défi du meilleur. C'est ça que la Côte d'Ivoire. Et pour cela, la CGCI participe à toutes les réformes, toutes les mesures, tout ce qui peut être fait pour rendre l'environnement des affaires propice à l'activité économique des entreprises. Comme j'ai dit, et comme tout le monde sait maintenant, les entreprises sont le creuset de la richesse, de création de richesse, et même pour l'État,
creuset de fournisseurs de revenus de l'État, plus nous avons des entreprises performantes et fortes, plus l'État sera fort. Parce que l'État aura les moyens de ses devoirs régaliens. Donc, la CGCI, même si demain, c'est un autre président qui sera là, la voie est tracée. Et pour que la CGCI soit l'organisation qui fédère donc toutes les entités et que nous puissions aller vraiment de l'avant. En tout cas, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter que d'inviter. Parce que nous voulons avoir beaucoup d'entrepreneurs pour tous les secteurs d'activité. Pas seulement certains secteurs, mais de tous les secteurs. Même les secteurs qui sont aujourd'hui plus ou moins squatterisés par des investisseurs étrangers. Les secteurs où les Ivoiriens ne sont pas encore présents. Il faut que il y ait des entrepreneurs qui osent et qui puissent s'implanter dans ces secteurs, qui donnent l'exemple et qu'il y ait beaucoup d'entrepreneurs ivoiriens dans ces secteurs pour que nous puissions faire de notre pays un pays capable de rivaliser avec les autres pays étrangers, je dirais même d'être un pays phare, un vrai pays phare dans la sous-région. Nous avons des richesses, nous sommes plus ou moins un pays phare, mais nous pouvons être encore plus performants. Et j'y crois fermement. Nous pouvons être plus performants et c'est ce que nous souhaitons tous. Et pour que nous soyons plus performants, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Des entrepreneurs ivoiriens. Des vrais entrepreneurs ivoiriens performants pour conduire l'économie ivoirienne vers des eaux calmes et plus riches. Merci. Hier, en fin d'après-midi, il y a deux représentants deux banquiers britanniques qui sont venus me voir. Ils représentaient des fonds d'investissement. Ils sont venus prospecter. Et quelqu'un a dit que je pourrais leur donner un tableau plus ou moins réaliste de la situation. J'essaie de partager avec eux mon optimisme à la venue de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas caché que nous avons quelques difficultés sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, avec les histoires de réconciliation et autres. Mais je suis convaincu que l'horizon s'éclaircit et les choses positives peuvent arriver. Et je crois que vous m'avez transmis aussi votre propre optimisme aussi. Si je peux résumer, en gros, si nous nous comportons comme des gens sérieux, on peut réussir le pari de rendre ce pays émergent. On peut être un bon homme d'affaires à condition qu'on se comporte comme il faut. Qu'on respecte les règles minimales, qu'on ne confonde pas un certain nombre de choses et surtout qu'on travaille. Je crois que ce dont nous avons le plus besoin dans ce pays, c'est le travail. Et il y a du travail. Nous avons beaucoup de nos jeunes frères, nos jeunes neveux, cousins, cousines qui sont là, mais les opportunités sont là. C'est à eux de les saisir, c'est peut-être au pouvoir public de leur montrer où se trouvent ces opportunités-là. Mais je crois que nous pouvons espérer. Et j'ose croire que à travers le forum que vous organisez les 16 et 17, tous ceux qui ont envie d'entreprendre auront les clés pour le faire. Je peux vous assurer que nous sommes avec vous, nous sommes à vos côtés pour vous accompagner, pour diffuser tout ce que vous faites. Et je voudrais vous remercier de tout ce que vous avez dit ce matin-là, qui va être très utile pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous transmettre les regrets de la présidente du conseil d'administration, qui vous prie de l'excuser. Elle aurait bien voulu être avec nous ce matin, mais elle a eu un incident chez elle. Elle a été victime d'une attaque, si bien que voilà, c'est pas encore bien remise. Donc elle vous transmet vraiment ses excuses. Merci encore, Monsieur le Président. Avant qu'on aille plus loin, nous demanderons de bien vouloir dire quelques mots dans notre livre d'or.
ben, toi, tu as fait une édition de tu peux lire ce que le président a écrit à haute voix. Le gars qui s'est caché. Je suis fier d'avoir été l'invité de Fraternité Matin ce matin et d'avoir pu partager mon optimisme pour l'avenir de la Côte d'Ivoire à travers cette plateforme importante pour tous les leaders d'opinion. Je souhaite qu'elle se perpétue et se renforce avec le partenariat et la télévision ivoirienne. Tous mes encouragements à la direction générale de Fraternité Matin et à son conseil d'administration. La CGC est désireuse, n'est-ce pas, d'une collaboration franche avec Fraternité Matin. Le 26 avril 2013, Jean Kakou Diabou, président de la CGC. Merci beaucoup. Journaux d'abord. Voici le tout premier numéro de Fraternité Matin qui date du 9 décembre 1964. À l'époque, on n'économisait pas sur le papier. C'est la belle époque. Voilà, l'année prochaine, nous fêtons nos 50 ans. En tout cas, on va faire beaucoup de bruit. Et nous espérons que vous serez à nos côtés. Donc, le premier numéro et le dernier, celui du jour, qui est le 14 523e numéro. Nous éditons aussi des spéciaux de temps en temps, et ça peut vous intéresser, c'est sur les banques et les finances. Ouais. Là, c'est le dernier spécial qu'on a fait en mars dernier. Je ne vois pas payer. À l'intérieur, je crois que... Maintenant, je ne sais pas si vous avez accepté de prendre la pub. Et ça, c'est un numéro spécial de Courrier International, un hors-série sur l'Afrique, que nous avons imprimé ici. Nous sommes en train de faire un partenariat avec le groupe Le Monde de France, qui est le propriétaire de Courrier International. Nous allons faire la version africaine de Courrier International. Donc ça, c'est hors-série. Et dans le mois de juin, on va tirer un deuxième, le numéro 0. Ensuite, à partir d'octobre, chaque mois, Fraternité Matin et Le Monde, le journal Le Monde, nous allons éditer le Courrier International version Afrique. Il y a le Courrier International Japon, le Courrier International Portugal, le Courrier International Pays-Bas, et il y aura maintenant le Courrier International Afrique qui sera fait avec nous. C'est exemplaire. Nous sommes éditeurs de journaux, mais nous sommes aussi éditeurs de livres. J'espère que vous aimez la lecture. Si c'est le cas, nous allons vous en donner. Tout à fait. Réflexion sur l'économie et les institutions politiques ivoiriennes par Patrice Kwame, que vous connaissez. 50 ans d'indépendance de la République de Côte d'Ivoire en 14 nouvelles. Épître aux gens de Dioufou de Feu Diego Bailly. Le président de la liberté de camarade Nangala. Négrerie d'un certain Venance Conan. La cataplasme s'ingra d'un certain Venance Conan aussi. Et puis enfin, pour que vous pensiez à nous matin, midi et soir, nous vous offrons cette nappe au couleur de Fraternité Matin. Comme ça, le matin, à votre petit déjeuner, vous penserez à nous. À midi, vous penserez à nous. Le soir, vous penserez à nous. Voilà. Et pour vos collaborateurs qui vous accompagnent, je donne un exemplaire de notre spécial Afrique du Courrier International. Voilà. Mais à mon tour, je vais donner modestement la tribune du patronat, qui est notre journal édité pour faire passer un peu nos messages, nos réalisations. Et peut-être que demain, on pourrait voir comment on peut collaborer avec vous pour faire peut-être mieux et plus performant. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un projet que nous nourrissons. Je viendrai vous voir pour que nous voyons ensemble ce que nous pouvons faire. Donc, déjà, nous sommes en train de préparer un numéro spécial sur les 50 ans de l'Union africaine qui sera célébré le 25 mai à Addis Abeba. Nous avons un journal que nous espérons très riche qu'on veut distribuer dans toute l'Afrique. On va aller même distribuer au chef d'État là-bas. Pour ça aussi, il viendra nous voir. Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons échanger. Et sur lesquelles je suis sûr que nous nous comprendrons. Oui, merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on va faire la photo.
Déjà. Monsieur le Président, c'est déjà vu dans le monde entier. Comme le DG le dit, c'est la création c'est une rédaction qui fonctionne aussi faisant un flux continu. Tout à l'heure, vous avez vu votre secrétaire, on essaie de jouer votre article. Des matins jusqu'au matin, le matin aussi, à 2, notre pack mobile sur votre téléphone portable. 129 pièces. Oui. Voilà, 129. Vous êtes à Orange, vous tapez 129, vous abonnez. On peut avoir l'information. La différence, c'est les deux. Comme ça, sur le net et sur le téléphone mobile, les textes ne sont pas longs. Les textes sont tout, juste pour vous donner l'information. Maintenant, si vous voulez avoir la continue peut-être demain matin, avec le matin, jusqu'au matin de l'année entièrement. Donc on travaille 7 jours sur 7, même les week-ends. Tous les trucs existent. Politique, économique, surtout international. Vous avez fait des liens avec Jean Poignet. Oui, c'est plutôt Abidjan.net qui pique nos... Excusez-moi l'expression. Donc je suis Abidjan.net, on peut aller directement. Tout à fait. C'est-à-dire, tout à l'heure, si vous rentrez sur Abidjan.net pour avoir les informations, vous allez tomber sur, ils vont vous rediriger sur le site. On a aussi nos pages Facebook, on a aussi sur Twitter. Certains passent par Twitter et Facebook pour avoir Fraternité Matin. Quand on observe très bien, beaucoup d'Ivoiriens même c'est par là qu'ils passent. L'Islam, on a combien de... On a à peu près une dizaine de milliers de lecteurs depuis les réseaux sociaux. Uniquement. Partie de Fratmat.info. Ce qu'il faut dire, c'est que grâce au directeur général, on a rafraîchi le nouveau design de Fratmat.info. Avant, c'était on était en forme de stage maintenant. Donc, depuis mars, nous sommes sous cette nouvelle version. Et on a autour de 10 000 visiteurs uniques. C'est pourquoi on ne pas visiter unique, c'est-à-dire ça part des ordinateurs. Donc quand vous avez 10 000 visiteurs uniques, multipliez ça peut-être par 3 ou par 4 pour avoir en fait en termes de lecteurs. En tout cas aujourd'hui. Ce matin quand je regardais, on était autour de 10 000 visiteurs uniques. L'autre pour réparer au pas. On a une autre qui est en réparation, puis une autre qu'on a commandée. On avait la plus belle imprimerie, la plus performante il y a 20 ans. À l'image de la Côte d'Ivoire, pas d'entretien, pas de design, cette machine.